Pourquoi l'éducation nationale devrait s'appeler l'instruction publique, voire l'instruction nationale si on veut? Et pourquoi instruction et éducation sont confondus aujourd'hui en français? Bon, juste avant d'aller plus loin, il y a un paradoxe que je m'explique pas. Je découvre sur ma chaîne que seulement 28% des gens qui reviennent sur ma chaîne sont abonnés à la chaîne. Tous les autres, 72%, c'est 72%? Oui, c'est ça. Ne sont pas abonnés. Et pourtant, vous savez très bien que si vous êtes abonné, si vous mettez les likes et si vous commentez, ça permet à la chaîne de grandir et ça permet surtout à la chaîne d'être promue davantage. Donc, puisque vous revenez sur cette chaîne, c'est que vous appréciez à l'évidence ce que je fais, ce que je dis et comment je le fais, comment je le dis. Alors, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça mange pas de pain et moi, ça me fait plaisir, je suis très content, la chaîne grandit et ça me permet justement de toucher plus de monde. Alors, si vous revenez sur ma chaîne, soyez pas radin, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Il suffit simplement de cliquer sur l'abonnement et naturellement, n'oubliez pas de mettre un like sur toutes les vidéos parce que ça aussi c'est très important. C'est les algorithmes qui sont faits comme ça et j'y suis pour rien. Donc aidez à la chaîne et à Bibi de grandir, d'être vu davantage et surtout rendez-le heureux par vos abonnements et par vos likes. Peace. Donc c'est un sujet qui me titillait depuis longtemps, j'ai plongé dedans, j'ai découvert des choses et je vous ai préparé un petit résumé de la chose, n'est-ce pas? Et qui va être construit de manière suivante. D'abord, naturellement, on va plonger dans la sémantique pour essayer de comprendre la différence entre ces deux mots. Ensuite, on va faire un tour par l'histoire remontant à la Révolution française pour comprendre comment on est passé de l'instruction publique à l'éducation nationale. Ensuite, un petit tour linguistique du côté du russe et de l'anglais, si j'oublie pas. Et on va finir le tout sur un petit regard photographique tel un bilan comptable de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'éducation nationale et des connaissances en général tout court de la nouvelle génération qui nous entoure. C'est parti. Donc, l'instruction, c'est l'acquisition de connaissances grâce à l'enseignement. Connaissances, savoir, notions acquises. Leçons, préceptes, surtout d'actions morales qu'on donne pour instruire. Connaissances qu'on donne à quelqu'un de certains faits, de certains usages qu'il ignore. Maintenant, l'éducation, je dirais qu'elle relève davantage de l'intelligence sociale. Pourquoi? Puisque une des définitions de l'éducation, c'est que c'est le développement de la capacité à être soi tout en étant avec les autres, n'est-ce pas, de l'intelligence sociale, et à participer à la vie sociale, à intérioriser la culture commune, la base de l'éducation, j'ai envie de dire. On va revenir là-dessus plus tard. Émile Durkheim a dit: l'éducation est l'action exercée par la génération adulte et sur celles qui ne sont pas mûres pour la vie sociale. Kant a dit: l'éducation vise à sortir l'humain de l'animalité pour le destiner à l'humanité. Et maintenant, quand on regarde les définitions de l'instruction et de l'éducation un peu partout sur Internet, de nos jours, bien évidemment, la confusion règne partout. L'exemple, instruction, c'est une action d'instruire quelqu'un sur les préceptes, les principes nécessaires à son éducation. Je veux dire, la définition qui ne veut strictement rien dire, parce qu'on mélange les choux et les carottes et on fait justement pas distinction entre ces deux mots qui, selon moi, sont assez distincts. Ensuite, le mot éducation est relativement récent. Là, je commence à rentrer petit à petit déjà dans l'idéologie des choses pour expliquer pourquoi on est arrivé, pourquoi on est passé de l'instruction à l'éducation et pourquoi c'est différent. Alors, le mot éducation est relativement récent. Tiré du latin, il a une double origine. Educate veut dire nourrir. Et educere, tirer hors d'eux, guider, un mot élevé, donc élever quelqu'un. Et c'est là, par exemple, qu'on dit quelqu'un de bien élevé. Donc là, on parle plutôt de l'éducation, mais pas forcément de l'instruction. Même si naturellement, dans ce contexte-là, les deux sont parfaitement liés. Je vous le concède. Ensuite,
Exducere, faire, toujours du latin. Je parle bien le latin, tu vois, surtout quand je lis. Exducere, faire se développer un être vivant, c'est-à-dire faire quelqu'un devenir, le faire se développer, exducere. Maintenant, Olivier Roboul disait: éducation, c'est un anglicisme d'humain dans la plupart des emplois actuels. Education signifie enseignement, surtout dans le sens d'institution scolaire. Educated people, les gens instruits. Et c'est là qu'il résume: on ne s'est pas soucié du sens français du mot éducation. Maintenant, la sémantique, on va dire terminée. Je pense que vous commencez à saisir la différence entre ces deux mots pour ceux qui n'y ont jamais songé, on va dire. Et ensuite, on va plonger dans l'histoire idéologique pour comprendre la différence entre ces deux mots. C'est parti. De 1824 à 1932, pendant plus d'un siècle donc, le ministère de l'Éducation nationale a été intitulé ministère de l'Instruction publique. Même si les deux expressions sont souvent considérées comme des synonymes, en réalité, elles traduisent deux conceptions de l'enseignement public qui se sont longuement affrontées. En réalité, il s'agit d'une bataille idéologique. Les acteurs de la Révolution française utilisaient les deux formules, un peu comme aujourd'hui la droite et la gauche cherchent à se distinguer dans leurs propos. Tendance à parler différemment sans rien changer au fond du problème. Maintenant, fin 18e siècle, on rebascule dans l'histoire. Fin 18e siècle, président de l'Assemblée constituante, Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne, a dit: il faut distinguer l'instruction publique de l'éducation nationale. L'instruction publique est claire et exerce l'esprit. L'éducation nationale doit former le cœur. Autrement dit, l'éducation nationale relevait d'un projet politique qui attribuait à l'État la mission de modeler complètement l'esprit des futurs citoyens. Nicolas de Condorcet considérait à l'inverse que l'éducation publique doit se borner à l'instruction. À ses yeux, l'État devait donc se contenter d'une intervention limitée à l'acquisition des connaissances de base. Il avait rejeté la notion même d'éducation nationale car il y lisait un risque certain de transformation de l'instruction. Alors ça, j'arrive pas à prononcer dès la première fois, donc je vais faire en deux fois. Donc transformation de l'instruction en endoctrinement sous prétexte d'éducation. Et alors, pour rappel, Marie-Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet, en dehors d'être un homme politique, était aussi et surtout scientifique, mathématicien, philosophe et éditeur représentant des Lumières. Donc juste pour, encore une fois, Condorcet considérait à l'inverse que l'éducation publique doit se borner à l'instruction. Donc, il fallait que ça reste, selon lui, l'instruction publique. Paradoxalement, je suis très en adéquation, très en accord avec Marie-Jean-Antoine Nicolas de Carita, marquis de Condorcet. D'accord ? En 1824, le premier ministère spécialement réservé aux questions d'enseignement fut intitulé ministère de l'Instruction publique car le gouvernement du roi Charles X voulait rompre définitivement avec l'idéologie républicaine. Et là, le plus intéressant commence. Il fallait attendre la chute du Second Empire en 1870, donc un peu moins d'un demi-siècle plus tard, et le retour de la République pour que l'éducation nationale réapparaisse dans les déclarations officielles. Ce fut le cas notamment dans un discours de Jules Ferry affirmant la volonté de fonder chez nous, en France donc, une éducation nationale et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le législateur n'hésite pas à inscrire, lapsus révélateur, que le législateur n'hésite pas à inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer, ne peut ou ne doit ignorer, ou ne devrait. Pourtant, les fondateurs de la Troisième République n'osèrent pas modifier le nom du ministère qui resta celui de l'Instruction publique jusqu'en 1932. Encore pendant un demi-siècle. C'est ça, même plus que ça. Pendant 60 ans.
Et c'est sous l'impulsion du leader radical Édouard Herriot que triompha enfin l'éducation nationale. En 1932, le gouvernement Herriot innove en instaurant la titulature, je connaissais même pas le mot, tu vois, la titulature du ministère de l'Éducation nationale. L'expression date de la Révolution où elle était employée par les partisans de la prise en main par l'État des affaires d'enseignement. Puis, elle est réapparue dans les années 1910-1920 sous la plume des adversaires de la division du système éducatif en différentes filières. Preuve que même à cette époque, un tel intitulé n'allait pas de soi. Le 11 juillet 1932, Anatole de Monzy, qui avait déjà été auparavant ministre de l'Instruction publique, prononce un grand discours dans lequel il s'efforce longuement de justifier le nouvel intitulé de l'éducation nationale. Et comme ça se fait toujours en politique et dans tout genre de réunions idéologiques, de Monzy énuméra la liste des grands hommes qui avaient privilégié cette expression dans le passé, parmi lesquels Turgot, Rousseau et Robespierre. Le but était de montrer que l'éducation nationale défendait un idéal d'égalité scolaire, de gratuité de l'enseignement et l'obligation pour l'État d'orienter les aptitudes enfantines et juvéniles. Cette ambition était résumée par une formule vantant les mérites de l'école unique. Aujourd'hui, attention, malgré les différences programmatiques, ça c'est pas moi qui le dis, hein, je cite, c'est un texte, il y a les sources, je vais tout marquer sous la vidéo. Malgré les différences programmatiques, aucun mouvement ne semble remettre en cause l'innovation linguistique de 1932. Bon, apparemment, il n'y a que moi, quoi. Ce qui a changé, et j'aime bien me la péter de temps en temps, oui, bon, et voilà, je vous l'ai dit comme ça, l'abcès est crevé, quoi. Ce qui a changé, c'est sans doute la manière de concevoir les rapports entre l'école publique et l'école privée, mais aussi, et ça c'est moi qui le dis, les rapports entre l'instruction scolaire et l'éducation parentale. Pourquoi je dis ça? Je vous explique. Je vous ai promis de parler un peu du russe et de l'anglais. On va faire un mini comparatif sous forme d'exprompt. En russe, la langue que je parle, il se trouve que il y a deux mots parfaitement distincts. L'éducation, vоспитание, et enseignement ou instruction. Bon, c'est pas forcément les synonymes en fonction du contexte, d'accord, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc, instruction, образование. L'éducation incombe, selon toute la logique des choses, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, je vous donne la mienne, après vous en faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Donc l'éducation incombe aux parents. C'est les parents qui expliquent à leur petite tête crépue, à leur progéniture, quand il faut dire merci, au revoir, bonjour, qu'il ne faut pas interrompre les adultes, qu'il faut être sage, qu'il ne faut pas courir dans tous les sens, de quelle manière on pratique la culture de notre pays dans lequel on est né, dans lequel on évolue, dans lequel on grandit, comment les choses fonctionnent culturellement. Je parle de la culture anthropologique et pas de la culture littérature, ballet, théâtre, confiture et toutes ces choses-là. Bon. Donc, encore une fois, l'éducation incombe aux parents. L'instruction, logiquement, incombe, puisqu'on parle justement de l'instruction publique, d'instruire quelqu'un, et surtout de l'enseignement, on va dire, national, public, gratuit notamment, ça incombe déjà à l'école. Donc l'école instruit, les parents éduquent. Or, il se trouve que j'ai l'impression qu'on fait une confusion énorme quand on parle de l'éducation nationale, c'est-à-dire que en fait, c'est l'école qui fait tout, qui instruit, qui éduque, et les parents, elles font quoi alors? Ils donnent juste à bouffer, ils lavent les fringues de leurs enfants? Est-ce qu'on ne crée pas cette espèce de confusion pour certains parents, pas tous naturellement, mais pour certains parents qui considèrent que finalement, c'est l'État qui va s'occuper de l'éducation de mon gosse. Moi, j'ai rien à faire. Tu sais, c'est comme ma bagnole, tu vois. Elle est cassée, il y a une panne. Je le ramène au garage, je laisse les clés. Voilà. Je reviens dans 2 jours ou dans 2 semaines, on me rend ma voiture, clean, propre, elle marche, je m'assieds dedans, tac, je démarre et je suis parti. Aucun problème. Pas de prise de tête, quoi. Or, il se trouve que dans la vie, les choses, encore une fois, selon moi, ne doivent pas fonctionner de cette manière. Je répète, il y a 2 mots distincts, l'éducation
et l'instruction. Après, vous pouvez rajouter tous les trucs, là, l'enseignement, enfin toutes ces choses-là. Mais l'éducation incombe aux parents dans le sens le plus général. En Russie, c'est comme ça. En France, normalement, parce que j'ai discuté autour de ce problème avec beaucoup de Français, de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle. Tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Question, comment ça se fait que nous avons donc toujours l'éducation nationale et non pas l'instruction publique? Et de surcroît, malgré les différences programmatiques, aucun mouvement ne semble remettre en cause l'innovation linguistique de 1932. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on appelle l'innovation linguistique de 1932, tandis que déjà les débats autour de ça ont commencé à la fin du XVIIIe siècle. Donc ce n'est pas forcément une innovation de 1932, ce n'est qu'une reprise de quelque chose de plus ancien que cela. Et maintenant, si on parle de l'anglais, un anglais comme d'habitude, vous pouvez dire avec un mot absolument tout. Et en même temps, c'est faux ce que je dis, parce que c'est de l'anglais qu'on emprunte énormément de termes, de terminologie, surtout, on va dire, les nouveaux termes qui apparaissent de plus en plus, parce que dans d'autres langues, il n'y a pas d'équivalent et on n'arrive pas en fait à les inventer. Les brainstorming, les mégabips, les mégabits, à ne pas confondre bien évidemment avec le mot consonant en français, et tout un tas de choses. Mais l'anglais est quand même bien connu pour sa simplicité, c'est-à-dire qu'avec le même mot, on peut exprimer énormément de choses. Et donc, c'est le cas du mot education en anglais, qu'on a visiblement repris. Peut-être pas forcément, c'était l'idée du XVIIIe siècle, mais à mon avis, si on a repris ça dans les années 30, c'est-à-dire il y a presque 100 ans, au début du XXe siècle, il y a de fortes chances que ça ait été une sorte de nouvelle mode, nouveau vent comme ça qui a commencé à souffler en direction plutôt en provenance des pays anglo-saxons. Maintenant, je voudrais faire un petit rappel comme ça, allumer les lumières à l'étage, en parlant de ce qui se passe aujourd'hui justement dans notre chère éducation nationale. Et ça, c'est pas que en France, c'est partout la même chose. En Russie, dans plein d'autres pays. À quelques détails près, naturellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous les pays ne sont pas au même niveau, en termes de l'éducation nationale. Mais la dégradation globale de la culture générale est observable absolument partout. Voilà. Donc, récemment, il y a à peine quelques mois, j'ai écrit un article qui s'appelle « Médiocrité de la culture générale de la nouvelle génération ». En me basant sur ma propre expérience d'enseignement, j'enseigne depuis 2016 à des étudiants, on va dire, partant de 19 ans jusqu'à à peu près 30 ans. Donc, la moyenne, c'est 23-25, c'est ce qui est le plus représentatif, 23-25 ans. Les étudiants qui viennent un peu du monde entier, beaucoup de Français, beaucoup de Maghrébins, mais il y a aussi des étudiants qui viennent vraiment de l'étranger, il y en a beaucoup. Et globalement, le problème dont je vais vous parler maintenant est omniprésent. Il est le même partout. Donc, le chapeau de mon article, c'était « Ce n'est pas tant le développement de l'intelligence artificielle qui fait peur que le déclin omniprésent de l'intelligence naturelle ». Et je vous cite à peine 2-3 paragraphes du début de mon article pour vous mettre au parfum, et ensuite on va se concentrer sur un article qui n'est pas à moi et qui s'appelle également « Le manque de culture générale des candidats au concours d'Instit en 2023 ». L'article étant sorti en février 2024, donc il est tout frais, tout récent. Alors d'abord le mien, juste 2-3 paragraphes. Je disais... J'ai l'impression de constater de plus en plus chez mes étudiants un manque, pour ne pas dire l'absence d'ambition du développement de leur culture générale. Mais surtout, je remarque une incompréhension sincère de sa nécessité. Moi, c'est ça qui me dépasse. En particulier dans le contexte d'avancement inarrêtable de la soi-disant intelligence artificielle, beaucoup sont convaincus posséder un savoir adapté à nos jours, c'est-à-dire rechercher l'information. Autrement dit, plus besoin de savoir, il suffit de savoir chercher. On m'a même dit que désormais le savoir pourrait être même externalisé. C'est quelqu'un qui a extrapolé de manière philosophique comme ça en cours récemment. C'est-à-dire le savoir peut se trouver sur les serveurs des moteurs de recherche. Et dans la tête, maintenant, place aux émotions. Et face à ça, forcément, moi, automatiquement, je ne peux pas m'empêcher, je pose la question. Mais pourquoi vous faites des recherches d'infos dans ce cas-là? Pour savoir ou pour un simple fait de chercher?
Parce que si vous ne filtrez rien dans votre cerveau, alors inutile de chercher, laissez tranquilles les serveurs et tout ce que l'émeut en pensant au développement durable. Vous faites la liaison. Et au fait, d'ailleurs, pourquoi vous raquez presque 20 000 balles pour un master? Le master d'1 an, 20 000 euros, d'accord? Master pour bac plus 5. Certains même le font en mode bac plus 6, bac plus 7. Ça dépend des profils. Donc, pourquoi vous raquez 20 000 balles pour un master? Pour des connaissances ou pour un diplôme que vous allez ensuite encadrer dans vos toilettes? Les réponses sont confuses, non étayées par la logique et avec des regards perdus. Rien de cohérent ni de convaincant. Voilà, j'arrête là-dessus avec mon article. Et maintenant, je prends l'article Le manque de culture générale des candidats au concours d'Institut 2023. L'article est basé sur une quinzaine de rapports des jurys du concours de recrutement des enseignants en école primaire de l'année 2023. J'ai souligné à peine quelques passages qui m'ont paru les plus intéressants, les plus représentatifs et par la même occasion les plus comiques. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc ils disent, et si la baisse de niveau des élèves régulièrement pointée par les classements internationaux avait quelque chose à voir avec celle de leurs professeurs? Effectivement. Le manque de culture générale des candidats qui ont pourtant un niveau master, soit 5 ans d'études après le bac. Et maintenant, relié à ce que je viens de vous lire dans mon propre article. D'accord ? Les évaluateurs notent des lacunes en grammaire, orthographe et mathématiques chez certains candidats et déplorent une pauvreté des références culturelles. De nombreux aspirants professeurs citent des émissions de télé-réalité et des films de Disney en méconnaissance de la culture littéraire et patrimoniale. Tu vois ce que je veux dire ? Presque tous les correcteurs ont remarqué avec inquiétude la présence importante d'exemples pris dans des dessins animés, des productions Marvel ou des séries Netflix. On attend de futurs enseignants qu'ils ne confondent pas les œuvres littéraires avec leur adaptation par la maison Disney. Par exemple, évoquer le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame plutôt que le roman de Victor Hugo qui l'a inspiré. On attend de futurs enseignants qu'ils dépassent les références aux séries télévisées, aux youtubeurs ou leurs propres souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, moi demain, par exemple, je postule quelque part, enfin j'écris un truc sérieux, ça me traverserait même pas l'esprit, j'arrête pas de toucher le micro avec ma barbe, ça me traverserait même pas l'esprit de me baser, de mettre comme référence un youtubeur. Même si, attention, il y a des youtubeurs très sérieux, vous en avez un devant vous, parenthèse fermée. Mais ce que je veux dire, c'est que mettre en référence un youtubeur ou déjà, par exemple, dans le milieu universitaire, c'est considéré comme l'archuma, tu vois, de citer quelque chose dans Wikipédia, prendre des extraits dans Wikipédia et de les citer dans les références. C'est considéré vraiment comme inadmissible, manque de goût, pas possible, manque de sérieux, c'est vraiment inacceptable. Wikipédia, là, on cite carrément les youtubeurs et ses propres souvenirs d'enfance. C'est les futurs instituts. C'est les gens de 25-30 ans, peut-être un peu plus âgés, mais peu importe, c'est-à-dire à peu près l'âge de mes étudiants, qui postulent pour le concours, pour devenir institut, pour instruire vos enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même... Bon. Par exemple, écrire... Alors, là, c'est une perle parmi les plus rares. Écrire que Charlie Chaplin... Vous avez bien entendu, Charlie Chaplin, d'accord ? C'est l'extrait d'une copie. Donc, écrire que Charlie Chaplin réalisait déjà des productions cinématographiques qui permettaient aux personnes sourdes de pouvoir visionner ses œuvres. C'est donner l'impression que le candidat ignore tout sur l'histoire du cinéma. C'est à quel point, en fait, cette nouvelle génération patauge dans cette espèce de bien-pensance ambiante omniprésente pour sortir que Charlie Chaplin, déjà,
Il y a un siècle, début 20e siècle, il produisait déjà, le mec, il était tellement en avance sur son temps qu'il produisait déjà des films pour que les sourds puissent les visionner. Et il ne parlait pas dans les films exprès, tellement il était en avance, le mec. Enfin, bref. Et des jurys nationaux concluent, le candidat gagnera à faire preuve d'une culture qui dépasse l'âge de ses élèves. Mais tu m'étonnes, quoi. À Bordeaux, les correcteurs soulignent aussi le peu d'exemples littéraires avec une surreprésentation du vilain petit canard. S'il vous plaît. Bon. Et à l'oral, je commente même pas. Je laisse à votre... Je vous en fais juge. Et à l'oral, ce n'est pas toujours merveilleux non plus. Le jury de Nice note leur langage peu professionnel de certains candidats. Des expressions familières, voire des termes peu français ont été révélés comme l'emploi de ces formulations. Si j'aurais... Punaise, mais même moi, étranger, non seulement étranger, mais en plus le russe, je suis russe, t'imagines? Même moi, je sais qu'il faut dire si j'avais. Et là, vous avez des Français qui disent si j'aurais. Les enfants qu'ils ont, à l'oral, hein, les enfants qu'ils ont, ok? Je sais pas, à la limite, c'est presque, on y fait même plus attention tellement c'est devenu banal et normal. En mathématiques, note le jury d'Aix-Marseille, il y a souvent une confusion entre environ et égal, valeur exacte ou arrondie. Plus grave, une majorité des candidats ne maîtrisent pas les notions liées aux fractions. Des erreurs rencontrées, c'est là que le plus intéressant, des erreurs rencontrées dans les copies sont celles qu'on cherche à déconstruire chez les élèves. Je répète, ce sont les gens qui postulent pour instruire vos enfants. Alors, éduquer ou instruire, c'est vous qui choisissez. Les candidats utilisent trop systématiquement les produits en croix au détriment des techniques vues en primaire, plus porteuses de sens. Un grand nombre de candidats ne distinguent pas la réciproque du théorème de Pythagore et ont donc été pénalisés. Théorème de Pythagore. Je pense que c'est quand même le truc le plus basique et parmi les premiers qu'on apprend en géométrie. Si ma mémoire est bonne. Bon, après, naturellement, je me base sur le programme soviétique que j'ai suivi à l'Union soviétique, donc ça n'a rien à voir avec les classes d'école sur les bancs français de l'éducation nationale, parce que moi, j'étais dans le système de l'éducation nationale, ou de l'instruction publique, plutôt dirais-je, soviétique. En conclusion, des candidats peu instruits et approximativement éduqués, c'est le moins qu'on puisse dire, tous sortis de cette éducation nationale. Alors, je ne jette pas la pierre à l'éducation nationale naturellement, aux gens en tout cas qui y travaillent, aux profs de l'éducation nationale, puisque personnellement, je connais quelques personnes qui enseignent dans l'éducation nationale, qui sont instites, qui sont profs, qui enseignent aux âges différents depuis longtemps, qui le font avec le cœur, qui adorent leur métier, qui passent la moitié de leur vie finalement dans les lycées, dans ces écoles primaires et toutes ces choses-là, et qui ne changeraient pour rien au monde leur travail contre quelque chose d'autre. Et heureusement que c'est comme ça, heureusement qu'il y a des passionnés comme ça. Et ce sont effectivement des gens, j'ai envie de dire, de qualité. C'est parce que c'est les gens qui savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font, au nom de quoi ils le font, et surtout, ils adorent ce qu'ils font. Donc, je ne jette pas la pierre à ces gens-là, je ne jette pas la pierre, si vous voulez, au système de l'éducation. Moi, ce que je veux faire, c'est de relever la confusion idéologique présente dans les esprits et dans le discours politique. Et pour résumer le tout, j'ai pondu un petit paragraphe en guise de conclusion que je vais vous lire, une fois n'est pas coutume, puisque je suis en mode podcast. Donc, si les parents donnaient une véritable éducation à leur progéniture, en transmettant les valeurs et la culture en formant le cœur, et si l'école s'occupait de l'instruction et éclairait les esprits, peut-être qu'on confondrait moins les mots français avec les mots anglais, les dessins animés américains avec la littérature classique française ou autre de littérature. Peut-être qu'on aurait moins d'animalité et plus d'humanité dans la vie de tous les jours, et aussi, peut-être qu'on confondrait moins l'éducation et l'instruction
dans ce brouillard idéologique d'une innovation linguistico-politique que plus personne aujourd'hui ne semble remettre en cause. Bah, écoutez, maintenant je vous laisse faire vos propres conclusions éclairées puisque vous êtes adulte et vacciné.